Première table ronde tout de suite. Merci infiniment, messieurs, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je vais te donner la main dans un instant, Philippe, mais je présente d'abord nos invités. Christophe Inizan, directeur commercial de la Française AM, et Philippe Chambéry, directeur commercial de Primonial REM. Merci infiniment d'être là si tôt, parce que les gens ne se rendent pas compte. Il est 9h10, mais on est tous quand même arrivés extrêmement tôt ce matin. Les traits sont tirés. Heureusement, on a une formidable maquilleuse. On parle avec vous de l'immobilier, c'est évidemment fondamental. Tendance, nouvelle stratégie d'investissement. Peut-être un petit mot introductif, Philippe. Nous avons la chance d'avoir sur cette table ronde deux poids lourds de la profession de l'immobilier. Poids lourd de la profession, on s'entend, bien sûr. Bien sûr, de l'immobilier en France, mais aussi en Europe, puisque vous travaillez tous les deux sur la partie européenne. Ouais. Donc c'est une chance extraordinaire pour nous et pour nos auditeurs d'avoir cet éclairage sur les tendances de l'immobilier pour l'année 2022 et au-delà. On va tout de suite lancer un petit sondage parce que vous allez pouvoir interagir avec nous en permanence. Vous aurez le résultat de ce sondage à la fin de cette table ronde. Sur quoi, vous, devant votre écran, vous êtes plus de 600 à nous suivre, avez-vous envie d'investir cette année? Est-ce que vous voulez investir sur la santé, sur le résidentiel ou sur les bureaux corps? Vous pouvez répondre à cette question. Ça fera d'ailleurs, vous le verrez, réagir nos deux spécialistes qui sont en plateau. Première partie de cette table ronde sur l'émergence des thématiques gagnantes à la suite de la crise sanitaire. Alors, à la suite de la crise sanitaire, est-ce qu'on en est vraiment sorti? Économiquement, on sent bien qu'il y a de l'oxygène qui est revenu très, très largement. Cette crise, elle nous poursuit jusque sur ce plateau, puisque derrière, tout le monde est équipé de masques FFP2. Philippe Chambéry, la première question, elle est toute simple. Est-ce que le grand gagnant, comme on peut s'en douter, c'est évidemment le domaine de la santé? Alors, ça fait partie effectivement des gagnants de l'année 2021, la santé, et ça se retrouve véritablement dans les volumes qui ont pu être investis. On est à peu près sur 5 milliards d'investissements réalisés en 2021. Alors, c'est de l'investissement, bien sûr, majoritairement institutionnel, mais la volumétrie est intéressante parce que c'est plus 30% par rapport à l'année 2020 et c'est surtout aussi supérieur à la dernière moyenne décennale. Quand on parle de santé, on voit bien que c'est vraiment une méga tendance qui se profile avec, bien évidemment, en point central, les enjeux de vieillissement de la population. Juste pour rappel, à horizon de 2030, on sera à peu près 142 millions de personnes en Europe qui auront dépassé l'âge de 65 ans. Et il y aura en fait à peu près 30 millions de personnes qui auront plus de 85 ans. Ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, ce sont les besoins structurels en matière d'infrastructures. À l'échelle européenne, on les évalue aujourd'hui à environ 70 à 100 milliards à dépenser à horizon de 2030. Alors là, on parle véritablement de rénovation, mais également de construction. Donc c'est extrêmement important. La crise a juste accéléré les choses, c'est ça, mais c'était une tendance qui était... La crise est un catalyseur qui n'a fait effectivement qu'accélérer cette tendance, et on le voit bien encore aujourd'hui, c'est vraiment au centre des préoccupations. Autre chose importante qu'il faut tout de même souligner, c'est que ces besoins s'expriment dans un contexte de dépenses publiques déjà sous pression. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les États européens dépensent environ 7% de leur PIB dans les dépenses de santé. Donc c'est déjà en fait extrêmement important. Et bien naturellement, les fonds grand public et les épargnants sont le relais naturel du financement privé pour nous assurer dans le futur de pouvoir être en phase avec ces besoins en matière de lits, tout simplement. Pour les fonds grand public comme les SCPI, c'est bien naturellement aussi une manière, on va dire, d'agir au plan sociétal, vous vous en doutez. Et les investisseurs sont également séduits par le modèle économique des exploitants et de la santé. Et on est en fait, en règle générale, assis sur des baux extrêmement longs qui peuvent aller de 9 à 25 ans en fonction des pays européens, avec parfois des facultés de renouvellement de ces mêmes baux qui peuvent pousser jusqu'à 30 ans. Oui, donc on peut allier rentabilité et puis des valeurs qui et des valeurs extrêmement fortes, oui, tout à fait. À l'investissement, la santé elle-même, c'est aujourd'hui un marché un peu spécifique parce que c'est un marché de spécialistes, c'est un marché qui est contraint et c'est un marché européen. Concrètement, l'enjeu, cela consiste
pour nous, en tant que société de gestion d'actifs, à nous adosser à des exploitants européens, à les accompagner dans leur développement, dans leurs externalisations de murs, pour leur permettre de réaliser de la croissance externe, donc prendre des parts de marché en Europe. C'est ce qu'a fait, il y a à peu près 10 ans de cela, un groupe comme Corian. Et puis bien évidemment, c'est d'être présent sur l'ensemble des pays où on peut investir tout en pouvant faire remonter, bien évidemment, les dividendes au fonds grand public sans trop de frottement fiscal pour être en phase avec nos prévisions de rendement. Et puis, la taille critique en la matière compte énormément face à ces opérateurs. Depuis la création, en fait, de nos fonds grand public santé, nous avons effectivement pris attache avec bon nombre d'entre eux qui nous ont permis de pouvoir investir, on en parlera tout à l'heure, des sommes assez conséquentes sur l'ensemble de nos fonds. Et puis, bien évidemment, c'est une demande également qui tient compte aujourd'hui, on en parlait, des contraintes sanitaires nouvelles qui se font jour avec cette situation pandémique, et puis la demande, bien évidemment, des utilisateurs. Vous êtes très convaincant, Philippe, puisque à mesure que vous parlez, les résultats du sondage montent. Et alors, il y a un écart qui est en train de se creuser sur le souhait d'investissement cette année. On est déjà à 62% sur le domaine de la santé, avec les CGP qui nous écoutent, 25% pour le résidentiel et 12% pour les bureaux. Eh bien, on va parler du résidentiel, justement, pour voir si la cote Les va choses monter. sont quand même bien faites, je trouve. C'est bien. Maintenant que nous sommes à 1 an de crise sanitaire à peu près, donc c'est vrai qu'on a une meilleure vision aujourd'hui de l'évolution des différents marchés immobiliers. Et aujourd'hui, sur le résidentiel, est-ce qu'il y a une vraie tendance par rapport à ça ? Enfin, surtout sur quel résidentiel ? Alors, le résidentiel s'est plutôt très très bien comporté pendant cette phase pandémique, dans laquelle on n'est pas encore sorti malheureusement. Quand on parle de résidentiel, en fait, il faut savoir de quoi on parle. Moi, je vous parle principalement de résidentiel en bloc, de résidentiel en fait acquis par les institutionnels. Et quand on parle de résidentiel, on peut parler à la fois de résidentiel traditionnel, que ce soit en fait le secteur privé, mais également le social ou encore l'intermédiaire. Et on parle également de résidentiel géré, ce que vous connaissez en fait très largement, les résidences étudiants ou encore les résidences seniors. Pour se convaincre de l'importance qu'a revêtu le résidentiel, un petit chiffre qui il me semble intéressant de souligner, c'est que les investisseurs institutionnels ont investi en bloc au cours de l'année 2021 55 milliards d'euros sur la classe d'actifs, ce qui est extrêmement important, et c'est plus de 35% supérieur à la dernière moyenne décennale 2011-2021. Donc sur la santé, on parlait de 5 milliards d'investissements 55 sur le... Et 55 sur le résidentiel. Donc le résidentiel monte peut-être dans les sondages. Le résidentiel ne monte pas trop dans les sondages. On est toujours à 27%, mais le temps de latence. On a quelques secondes avant que les gens réagissent. En tout cas, on sent que pour l'instant, nos téléspectateurs sont sur la santé, qui baisse un tout petit peu, 61%. D'accord. L'une des vertus cardinales, c'est également pour les investisseurs institutionnels, ce qu'offre le résidentiel, un excellent couple rendement-risque assez défensif. Pour s'en convaincre, et un petit chiffre encore, j'aime bien les chiffres, mais on a toujours les rappeler. Nous aussi. On a toujours besoin de chiffres. Ouais. C'est un rendement, en fait, à la fois en capital et en revenu sur la période 2011-2021 de presque 8%, et supérieur de l'ordre de 100 points de base, 1%, aux autres classes d'actifs de l'immobilier d'entreprise. Donc vous voyez, en fait, c'est véritablement une très belle performance. À côté de ça, c'est vrai que pendant la pandémie, on a vraiment vu que le résidentiel avait bien résisté, notamment en termes de mécanique des prix. On a eu effectivement des progressions des valeurs métriques qui ont été enregistrées dans la majorité des métropoles européennes. Je parle plutôt des grandes métropoles européennes, mais c'était vrai également en région. Et puis, sans parler, bien évidemment, des effets de déplacement liés effectivement à la phase que nous venons de vivre, et puis à cet exode urbain qu'on a pu connaître, mais qui en réalité n'a pas été si important que ça. Alors, vous êtes en tout cas très convaincant, puisque le résidentiel est remonté dans le sondage. On est à 32%. La santé a un tout petit peu baissé. Puis, ce qui baisse, et je vais quand même peut-être laisser la parole à Christophe Inizan, oui. C'est le bureau corps. On est à 10%. Donc, on sent bien que les CGP qui nous écoutent, pas franchement envie d'y aller. Et pourtant, il n'est pas mort. Il y a une forme de résilience. Oui. Alors, loin s'en faut. C'est vrai que je partage en grande partie ce qui a été dit sur la santé, qui est une thématique qui émerge comme une grande gagnante. Évidemment, le résidentiel
pourquoi pas également. Mais le bureau, alors c'est assez surprenant parce qu'on aurait pu commencer par le bureau au final, puisqu'il faut quand même avoir à l'esprit, puisqu'on parlait de chiffres, que le bureau reste la classe d'actifs la plus investie par les acteurs. C'est-à-dire qu'en 2021, puisqu'on démarre l'année ensemble en 2022, on a eu 27 milliards, on parle des chiffres, on va continuer, 27 milliards d'investissements sur le marché français de l'immobilier, d'entreprises au sens large. Vous avez quand même 15 milliards qui continuent à être investis sur le bureau. Donc de notre point de vue, en tous les cas, le bureau reste le socle incontournable d'une allocation d'actifs immobiliers. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant la crise du Covid, qui n'est certes pas achevée, mais on l'espère en tous les cas qui touche à sa fin, du télétravail, de la fin du bureau. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. C'est vrai que le télétravail a émergé. En tous les cas, c'est une tendance qui s'est accélérée, qui préexistait à la crise du Covid. Et certains pronostiquaient même presque la mort du bureau, d'une Tout certaine à fait. façon. Mais concrètement, de quoi parlons-nous? On parle de la demande des entreprises qui occupent des locaux. Le bureau, c'est un espace immobilier qui est en train de devenir à haute valeur ajoutée. C'est un endroit où les collaborateurs, les clients, les partenaires, les parties prenantes au sens large vont se réunir, qui devient incontournable. On le voit, premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement, les gens ont exprimé le souhait de se retrouver en présentiel. Et c'est vrai qu'il y a une modification des usages. On ne dit pas que le télétravail n'impacte pas le bureau, mais il va générer une polarisation des marchés, c'est-à-dire que d'un côté, vous aurez le bureau qui est accessible, flexible, serviciel, durable, et ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le bureau core, occupé par des locataires prime, et ce bureau-là, il est très demandé aujourd'hui, la demande placée, pour illustrer mes propos par quelques chiffres, la demande placée dans Paris est en augmentation, au moment où on se parle, de 54%, donc on voit bien qu'on a une sortie de crise du Covid qui est appliquée au bureau, revient non pas à la situation d'avant, mais confirme l'appétence des investisseurs pour l'immobilier de bureau. Et puis un autre élément quand même, c'est que cette classe d'actifs, et lorsqu'on est un investisseur, c'est très important, c'est une classe d'actifs qui est très profonde. Autrement dit, on a un univers investissable extrêmement important. Et dans un contexte où on voit revenir notamment l'inflation, où on voit beaucoup d'incertitudes sur les marchés financiers notamment, on se rend compte que beaucoup d'acteurs et beaucoup d'investisseurs vont probablement prioriser espèce de flight to quality appliqué à l'immobilier de bureau, les bureaux corps et les bureaux occupés par des locataires de renom, qui est un petit peu l'ADN de ce qu'on fait à la française. Alors, on a des premières questions qui arrivent. Je te laisse en poser une et vous y répondrez après une petite chronique. Donc en fait, si je résume, c'est sur la partie bureau, il y a vraiment ce flight to quality dont tu parles aujourd'hui, donc le retour sur vraiment la qualité du bureau bien placé, mais le bureau fait aussi sa révolution de par les services qu'il apporte. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne prend plus un plateau avec des parois amovibles. Tout à fait. Alors on a analysé la situation très près à la française, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avant la crise, les espaces, les mètres carrés de bureaux étaient utilisés à 70% en bureau individuel, 30% en espace collectif, et on a une inversion de tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 70% qui va être dédié à des espaces collectifs, typiquement le flex office, donc la flexibilité, le service qu'on va apporter aux utilisateurs est indispensable, et cette notion de service consomme plus de mètres carrés. Donc on a d'un côté un phénomène de dédensification, c'est-à-dire besoin de plus de mètres carrés pour le même nombre de collaborateurs parce que la crise est là et qu'on a besoin bien évidemment d'espace entre les collaborateurs. Et de l'autre côté, on a une adoption d'immobilier serviciel qui est intégré aujourd'hui dans les patrimoines des bureaux corps et qui nécessite des surfaces supplémentaires. J'attire quand même votre attention sur un point supplémentaire, parce qu'on a beaucoup parlé de télétravail. Le télétravail, ce n'est pas le travail à la maison. Le télétravail, c'est à la télé, comme aujourd'hui. C'est ça. Nous, c'est le travail à la télé. Une partie du travail est effectuée dans des espaces qui sont les bureaux qu'on connaît tous et toutes. Le télétravail va être en partie occupé et réalisé à la maison, mais aussi dans ce que nous appelons des tiers-lieux. Et ces tiers-lieux, effectivement, sont en train de se développer de manière extrêmement importante. On le voit, on est à Paris, on ne pourra pas ne pas parler du Grand Paris, qui est un lieu, bien évidemment, de prédilection pour ce type d'actifs. Merci pour votre enthousiasme et votre pédagogie. Vous restez là parce qu'il y a pas mal de questions qui sont en train d'arriver. On va marquer une toute petite pause, d'abord avec une publicité, et puis la première chronique avec le sémillant, que dis-je, le sémillant, le malicieux, le formidable Adrien Lhermitte qui revient cette année. Vous allez voir, il est encore plus en forme que l'an dernier. Plus qu'une révolution, ce sera une réévolution. Indéniablement, 2022 sera placé sous le signe de la santé. La crise majeure a mis en lumière
le manque d'infrastructures, qu'il s'agisse de maisons de retraite médicalisées, qu'il s'agisse d'établissements psychiatriques, d'établissements de soins de suite ou de réadaptation, ou encore de cliniques privées. Ces besoins ont mis également en lumière le rôle majeur des acteurs de santé pour apporter une réponse adaptée à la sortie de crise. Pour Primonial REM France, la santé, ce n'est pas une nouveauté. Nous investissons depuis 2012 sur le premier fonds grand public qui a été créé à effet d'investir sur la classe d'actifs santé, mais aussi en éducation. Il s'agit de la SCPI Primovie qui investit en France et en Europe et dont la capitalisation dépasse aujourd'hui les 4 milliards d'euros. Fait marquant de l'année 2021, Primonial REM France a réalisé la plus grosse transaction en immobilier de santé en France grâce à l'acquisition d'un portefeuille de 34 EHPAD, soit plus de 2200 lits pour un montant de 560 millions d'euros hors droit qui sera exploité par Colisée dans le cadre d'un bail long terme ferme. Bien sûr, Primovie continue son chemin et 2022 devrait lui permettre de bénéficier du label ISR, ce qui traduit les engagements de Primonial REM France en matière sociétale et environnementale. Et bien évidemment, nous reviendrons vers vous tout au long de l'année 2022 pour vous en parler. Bonjour Emmanuel, très content de te retrouver cette année pour de nouvelles chroniques. Et en plus, je suis le premier. Tu vas voir, j'ai un peu changé et je me suis mis au proverbe africain, ça change des citations de Warren Buffett. Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. L'immobilier, il y a une dizaine d'années, représentait à peine 5% de l'allocation d'un portefeuille. En même temps, il y a 10 ans, il n'y avait pas l'offre présente aujourd'hui. Les SCPI étaient déjà là, mais les OPCI grand public n'étaient qu'à leur balbutiement. Et les SCI distribués en unité de compte quasiment inexistantes. Un peu de pédagogie. SCPI, véhicule long terme, bénéficiant de frais importants à l'entrée en contrepartie de la récurrence du rendement et d'une valeur liquidative stable. OPCI, véhicule hybride, composé d'immobilier et potentiellement d'actifs financiers, le plus volatile des trois. SCI, enfin, véhicule purement immobilier, distribué uniquement en unité de compte et bénéficiant de peu de frais à l'entrée. Vous le savez, j'ai une petite passion pour les chiffres. Alors les voilà. On dénombre 138 SCPI en 2010, 206 en 2020, soit une augmentation de plus 49%. Les OPCI sont au nombre de 7 en 2010, 20 en 2020, soit une augmentation de plus 185%. Pour les SCI, difficile d'avoir les chiffres, mais à vue de nez, il ne devait pas en avoir plus de 3 en 2010. 13 sont disponibles dans les contrats Norcia, soit une augmentation de plus 333%. Vous voyez où je veux en venir ? Ces véhicules sont les trublions du marché. Peu de frais à l'entrée, une liquidité assurée par l'assureur et une performance souvent sous la forme d'un AX plus B. La tendance est donc clairement à la SCI pour le côté véhicule. Qu'en est-il pour la typologie de l'investissement ? Pas besoin de rappeler ce qui nous est arrivé il y a 666 jours, 13 heures et 22 minutes. Le premier confinement qui a eu beaucoup de répercussions sur l'immobilier. Out l'hôtellerie et le commerce. Le bureau, on réfléchit. Télétravail, pas de télétravail, nouveaux usages. Et par contre, en avant la logistique, la santé et le résidentiel. Les investisseurs sont davantage en quête de sens, avec l'envie d'avoir des produits purs qu'ils peuvent mieux appréhender. Donc la thématique, à l'instar de ce qui se fait dans le côté, est devenue importante dans la pierre-papier. Pour résumer, parce que je sens bien qu'il faut que je laisse la place, les SCI fleurissent et sont très plébiscités par les investisseurs. Les autres véhicules thématiques, comme les OPCI ou les SCPI, s'en sortent bien. Surtout s'ils sont investis dans la santé, la logistique ou le résidentiel. Et si vous êtes une SCI thématique, santé, résidentielle ou logistique, vous êtes en pole position. Est-ce que cette tendance va se confirmer en 2022 ? Rendez-vous à l'Université 2023. Avec forcément Adrien Lhermitte en 2023, évidemment. Ça tombe bien parce qu'on va parler des SCI. D'abord, des questions que vous nous avez posées, que je vous relais immédiatement. Quelle est votre position sur le co-living ? Est-ce que c'est une tendance forte ? Alors, vous le savez, le résidentiel, c'est une très bonne question. En termes de fondamentaux, il est tiré par
principalement le phénomène de métropolisation, mais également par les enjeux démographiques et sociologiques, la décohabitation que l'on connaît tous, et c'est la vie moderne. En réalité, je pense qu'on est aujourd'hui plutôt à l'ère du multigénérationnel, où tout le monde va devoir cohabiter ensemble dans une ville inclusive. On parle donc ainsi à la fois des jeunes actifs, également des seniors, du grand âge, et puis bien sûr des étudiants. Alors bien sûr, l'immobilier n'est pas une matière statique, l'immobilier évolue avec ces mêmes évolutions, et on voit effectivement apparaître de nouveaux formats, dont fait partie le co-living, mais pas que. À côté du co-living, vous avez également d'autres formats, tels que le micro-living, et puis ce qu'on appelle en fait, issu d'un anglicisme qui s'appelle le build to rent. Un autre anglicisme, hein, parce que ouais, le co-living, pardon, c'est pas très français non plus, mais... Le build to rent, donc construire pour louer, là où on voit apparaître dans la relation traditionnelle entre un propriétaire et un locataire, un intervenant externe, tiers, qui est l'exploitant en fait, de ces mêmes actifs. Donc oui, c'est une tendance qui devrait continuer à se développer parce que cela fait du sens économiquement pour ces catégories de population. Eh bien, c'est Véronique Delcourt qui vous posait cette question. Je pense qu'elle a la réponse. Question de François Delobel. Bonjour, j'ai lu que la demande placée en immobilier de bureau avait augmenté en 2021 de 32%. Quel est votre sentiment pour 2022, Christophe ? Oui, complètement. Elle est même elle a atterri à 1 900 000 m². Donc, pour ceux qui s'intéressent aux chiffres, ça donne une idée de la tendance. En tendance, sur les 10 dernières années, en moyenne historique, on est autour de 2,5 millions de mètres carrés placés. Donc, pour une année de Covid, 1,9 million, finalement, ça reste tout à fait acceptable. Et on pense qu'en 2022, ça va s'accélérer. Parce que l'année de la reprise, on l'attend de manière... On va revenir à 2,5 millions ou... En 2022, alors peut-être pas, parce que l'impact du télétravail est une réalité, mais il va y avoir une concentration sur l'offre de qualité. Et une nouvelle fois, j'attire l'attention sur ce qu'on a dit tout à l'heure très rapidement, c'est qu'au même titre qu'on n'imagine pas qu'il puisse y avoir d'entreprises sans usine, on ne pense pas qu'il puisse y avoir d'entreprises sans bureau. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'on est loin de l'idée que le bureau n'est plus du tout d'actualité. Bien au contraire, il y a un retour au bureau très puissant qui s'opère en ce moment. Philippe. Alors, j'ai une question. On assiste réellement à une montée en puissance, comme le disait d'ailleurs Adrien dans sa chronique, des unités de compte en assurance vie, unités de compte immobilières forcément. Donc, a priori, Christophe, une grosse montée en puissance des SCI. Mais j'ai une deuxième question après cette confirmation. C'est est-ce que dans le sentiment général d'une inflation a priori durable, peut-être, enfin on n'en sait rien, est-ce que l'appétence pour l'immobilier a une répercussion par rapport à ça ? Alors, on est en début d'année, c'est important d'être objectif, mais c'est important aussi d'être optimiste. Et nous, on pense que, pour répondre à la deuxième partie de ta question, sur l'inflation, on est probablement, dans la situation actuelle, dans un scénario pour l'immobilier qui est assez intéressant. On a une conjoncture économique, une croissance qui repart de l'avant de manière très puissante. On a une inflation qui est encore globalement sous contrôle. Et on a un environnement de taux bas qui est extrêmement porteur pour l'immobilier. Je précise que les taux d'intérêt réels sont quand même extrêmement attractifs quand on a alors qu'il y a une inflation qui est exactement. Qui et donc ça, ce scénario-là, exactement. Et quand tu as ce scénario-là appliqué à l'immobilier, dont les cash flows, comme vous le savez, sont indexés, on peut imaginer que le scénario de 2022 et des années à venir, si les taux restent bas, continue à être très favorable pour l'immobilier. Concernant la question sur les UC immobilières et pour rebondir sur la chronique d'Adrien, oui, alors il parle de trublion. Pour parler d'un segment des UC immobilières qui nous est cher à tous et à tous. Ouais, c'est vrai qu'au début, il y avait les SCPI, après on savait qu'il y aurait l'OPCI. Exactement. La SCI s'est mis entre les deux. De quoi parlons-nous ? Alors les UC immobilières, c'est vrai qu'on parle souvent des UC de SCPI, dont Norcia et les assureurs ont été quand même les précurseurs à l'époque. On est assez consommateurs. Et vous avez beaucoup poussé ça à juste titre. Ensuite a émergé, il y a une douzaine d'années, les OPCI, souvenez-vous. Et puis, plus récemment, on voit arriver des SCI qui sont en train de prendre une place très importante dans l'univers de la collecte de nos partenaires CGP. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple en 2021, vous avez eu plus de 2 milliards d'euros de collectés sur les SCI, qui est un chiffre supérieur à la collecte sur les OPCI. Donc on voit bien qu'il y a une tendance très importante. Et pourquoi ce succès ? Puisque c'est vraiment la question que tout le monde se pose, c'est qu'on pense qu'il y a de ce point de vue-là un alignement des intérêts. L'intérêt client, qui est primordial. Le client a besoin de comprendre ce qu'il fait et les SCI ont cette vertu de simplicité, de capacité à être anticipés dans leur performance. C'est des supports de capitalisation, je le précise. Un alignement de l'intérêt pour le
partenaires. Le partenaire CGP notamment connaît très bien ce marché-là aujourd'hui. C'est un marché qui croît, qui s'étend, dans lequel on va pouvoir faire ce qu'on a longtemps fait sur les SCPI, c'est-à-dire des allocations de SCI. Et puis enfin, l'intérêt de l'assureur, de la plateforme, de l'asset manager, c'est que c'est un véhicule très simple qui est en plus assez intéressant au niveau réglementaire. Donc on voit bien qu'il y a un alignement des planètes. Je vous pose, je relais les questions qui arrivent. Je vais vous demander des réponses du coup relativement courtes. Et puis vous nous parlerez de vos produits après. Et on aura le résultat du sondage. Du point de vue de la transparence, nous demande Frédéric Atlan, et des contraintes de disclosure, est-ce que la SCI n'est pas une régression pour l'investisseur par rapport au SCPI? Alors je prends la transparence, tu prends la disclosure. Sur la transparence, on ne peut pas dire ça. Sur la transparence, c'est extrêmement transparent. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une transparisation des portefeuilles qui va jusqu'à donner la totalité des lignes d'actifs immobiliers détenus. Vous savez aussi où en sont les locataires. Donc de ce point de vue-là, la transparence, elle est très importante sur les SCI. Sur disclosure, oui, sur la réglementation, aujourd'hui, vous avez des classifications qui, de notre point de vue, en fonction des supports dont on parle, sont aux dernières normes. Vous avez des SCI aujourd'hui qui sont sur le marché disponibles, on en propose à la française, qui sont tout à fait en ligne avec ce qui est évoqué par votre auditeur. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de sujet de notre point de vue, bien au contraire. Alors, Audrey Corcos pose une autre question, c'est la dernière que je vais relayer. Dans le résidentiel, l'offre d'actifs n'est-elle pas très limitée sur le marché français? Finalement, la diversification géographique ne va-t-elle pas inexorablement devoir se développer? Alors oui, tout à fait. C'est ce qu'on a d'ailleurs nous-mêmes anticipé. C'est ce que fait également la française. Le marché français est un marché contraint. Le français adore l'immobilier, vous le savez comme moi. C'est pratiquement dans l'ADN. On est un pays de propriétaires et on aime l'immobilier, on en consomme. Mais la réalité, c'est que bien évidemment, pour arriver en fait à agréger un portefeuille digne de ce nom, bien sûr, on s'est européanisé. C'est une tendance de fond que vous avez constaté depuis longtemps sur la santé, sur le bureau ou sur d'autres catégories d'actifs, et c'est vrai sur le résidentiel. À titre d'exemple, on travaille actuellement sur un très gros portefeuille en Espagne où on accompagne un groupe de promotion pour justement tenter de résorber également le déficit en matière d'offres, puisque à l'échelle européenne, toujours, on a à peu près 3 Européens sur 10 qui sont locataires. Voilà. Messieurs, vous avez 30 secondes chacun pour nous parler des produits de demain. Je mon Dieu. vous demande une petite performance intellectuelle dont je sais que vous en êtes capable. Alors, un produit de demain. Un produit de demain, du coup. Voilà, c'est ça. Non, nous pour faire le lien à ce que je disais précédemment sur les SCI, effectivement, on y croit beaucoup à la française puisqu'on intervient sur ce marché-là depuis plus de 20 ans. Donc, on gère aujourd'hui un peu plus de 2 milliards d'euros sur ce segment-là. La collecte est au rendez-vous. Les partenaires, les clients sont friands de cette expertise. Donc la SCI chez nous, c'est notamment LF Multimo, donc que connaissent bien nos partenaires, que connaît bien Norcia, qu'on ne remerciera jamais assez de l'avoir poussé le moment venu. Donc globalement, des véhicules qui sont multistratégies, multigestionnaires, multithématiques. Donc chez nous, c'est Multimo. C'est plus de 30 secondes, mais c'est pas grave, Philippe. Allez, je ne parlerai pas, je m'étais engagé de ma société civile immobilière. Je vais parler en fait de Primovie, qui est le premier fonds grand public à avoir investi dès 2012 sur la thématique de la santé, mais pas que, également de l'éducation, qui capitalise aujourd'hui plus de 4 milliards d'euros. C'est un fonds, bien sûr, à impact, avec un gros impact social, sociétal, qui va être labellisé par ailleurs, dans le courant du mois de janvier, ISR. C'est un fonds en fait extrêmement diversifié qui est investi à peu près à hauteur de 35% aujourd'hui en Europe, dans à peu près 6 pays. Et bien évidemment, c'est un fonds qui est adossé à une thématique dont on vient de parler et qui, bien sûr, devrait continuer à bien fonctionner dans le futur. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus de 30 secondes, mais c'est pas grave. Je suis sûr que vous avez envie d'avoir le résultat du sondage. Il a parlé de sa SCI quand même. Il a quand même parlé de ce qu'on appelle une prétérition. Tu sais, quand on dit « je ne vais pas parler de quelque chose » et puis qu'on profite pour en parler. Résultat du sondage, ça n'a pas beaucoup bougé par rapport à tout à l'heure. On est sur 59% pour la santé, 32% pour le résidentiel et 10% pour les bureaux. C'est pas que vous n'avez pas été convaincant, Christophe. C'est qu'ils en ont déjà beaucoup. C'est qu'ils en ont déjà beaucoup. Merci infiniment à tous les deux pour ces analyses lumineuses et limpides. On va passer à la table ronde sur le marché. Mais avant ça, vous aurez compris le principe maintenant. Un petit écran de publicité, une deuxième chronique de l'excellente Laetitia Barrier avec la conformité. Il faut en parler aussi.
Révolution à la française, c'est évidemment notre centre de recherche à Londres sur tout l'aspect ESG, ISR pour dégager justement des analyses extra-financières pour les partenaires et pour tous nos produits financiers. Et puis évidemment, révolution des produits avec 2 nouveaux produits. Un premier produit sur tout l'aspect action et notamment lié à la blockchain. Et puis un second produit innovant sur notre expertise crédit. Sur la partie immobilière, plus qu'une révolution, une évolution. Une évolution dans les gammes qu'on vous propose, toutes ou quasiment en train de l'être labellisées ISR, puisque vous le savez, la performance financière va s'accompagner de la performance extra-financière et pas que pour 2022. Probablement que cette évolution et cette révolution dont vient de vous parler Romain va très largement dépasser 2022. L'immobilier, c'est bien, mais en conformité, c'est mieux. 2 éléments de contexte. De quoi parle-t-on ? Les SCPI sont classifiés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, dans la catégorie des FIA, donc des fonds d'investissement alternatifs, et sont donc considérés comme des produits complexes. Elles ne sont pas cotées, elles sont moins liquides que les actions et les obligations. L'AMF considère donc que le risque de mauvaise compréhension de l'investisseur est grand. Deuxièmement, qui fait quoi ? L'AMF fait tout. Elle régule, elle contrôle, elle sélectionne les joueurs, les sociétés de gestion comme leurs SCPI. Ensuite, et vous allez voir que c'est important, elle veille à l'exactitude et la transparence des informations délivrées à l'investisseur. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, professionnels du patrimoine ? Ça va vous sembler évident, mais c'est important à dire et à redire, surtout lorsque l'on évoque les produits complexes. La parfaite connaissance du client, ses besoins, ses horizons, sa connaissance et son expérience des marchés financiers est essentielle. Ensuite, ce qui est très important pour moi, c'est quand vous rédigez le rapport d'adéquation, avec 4 points d'attention. Premièrement, la SCPI est un placement à long terme, 10 à 20 ans. Les sommes investies ne pourront pas être utilisées avant des années. Deuxièmement, veillez à ne pas exposer l'entièreté du patrimoine du client aux évolutions du marché de l'immobilier. On peut penser que ça n'arrive pas, et pourtant, croyez-moi, sur le terrain, c'est loin d'être anecdotique. Privilégiez la diversification. Troisièmement, indiquer explicitement qu'investir dans une SCPI est un placement risqué, ni le rendement ni le capital ne sont garantis. Enfin, quatrièmement, indiquer de façon claire, exacte et non trompeuse, le prix d'acquisition des parts de la SCPI, mais également les différents frais. Et n'oubliez pas, en plus des frais d'entrée, les frais de gestion annuels ou trimestriels et les frais de cession. Alors, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Dernier conseil, à joindre absolument à votre rapport d'adéquation les informations complètes de la SCPI et de la société de gestion. Le DICI, donc le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts, le rapport annuel et les derniers bulletins trimestriels d'information. Au-delà du formalisme, l'attente du régulateur est que vous fassiez œuvre de pédagogie, et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. L'AMF reconnaît ainsi votre expertise et votre capacité à la transmettre. Le régulateur se montre particulièrement vigilant et pour preuve, 2 sociétés de gestion spécialisées en immobilier ont été sanctionnées l'année dernière. Vous l'avez compris, l'AMF reconnaît aujourd'hui l'expertise des CGP. Plus que jamais, il me paraît essentiel de ne pas se tromper dans le choix de vos partenaires. Voilà pourquoi vous partagerez avec moi l'idée que l'immobilier c'est bien, mais en conformité c'est mieux. La révolution est permanente chez Fidelity. Et ce, depuis des années. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous sommes un des leaders mondiaux du marché de l'asset management. Nous sommes convaincus que le travail des équipes fera que nous serons présents demain. Si on doit parler de révolution, je parlerai plutôt de l'offre. Aujourd'hui, la loi Pacte et le PER sont une révolution. La retraite est un réel enjeu. Et aujourd'hui, nous pensons avoir la solution pour répondre à cette problématique-là, que sont les fonds Target. Les équipes de Fidelity, moi-même, sommes déterminés à vous accompagner tout au long de l'année et les années à venir. Merci encore.